Arnaud, te retourne pas, il y a un mec chelou derrière. Ah ça, un trompettiste. C'est pas de l'orgue? Bon, je sais pas. De toute façon, il se laissera avant nous. Ok, bon, on fait comme si de rien n'était. Bonjour à tous et bienvenue dans On refait le patch. Salut Arnaud, comment ça va? Ça va bien Grégoire, bonjour à tous. Et salut Salman, comment ça va? Eh ben salut à tous, ça va bien, merci. Donc Salman, c'est la personne qui est derrière nous, qui est un petit nouveau chez Audiofanzine et qui s'occupe donc désormais de l'univers guitare. Voilà, vous avez déjà pu lire quelques articles de lui sous le pseudonyme de Locomotive, un très beau pseudo pour ceux qui aiment faire le petit train. Qui est beaucoup mieux que le premier pseudo qu'il avait choisi, qui était Salman AF, qui était à chier, il faut le dire. Donc voilà, après un énorme brainstorming de sa part, voilà, on est arrivé à Locomotive et c'est très bien et on est très heureux de l'avoir parce que autant Red Led est moins pire que moi, je dirais. Moi, je suis un guitariste de shot et la grande qualité de Salman, c'est qu'il joue mieux de la guitare que nous. Voilà. Et ça tombe bien parce que la guitare est au programme aujourd'hui de cette émission. Tout à fait, car nous allons tester des amplis virtuels, Arnaud. Des amplis virtuels bien spéciaux. Déjà parce qu'ils sont pour plateforme UAD. Ouais. On a déjà testé des plugins UAD, il me semble. Mais tout à fait, Grégoire. Pour ne rien vous cacher, on a refait juste l'émission parce que je me souvenais pas du test avant. Mais bon, c'est la vieillesse, ça. Voilà. Et donc, on avait testé, un simulateur de guitare acoustique, enfin, qui permettait de modéliser comme ça différentes sortes de guitares acoustiques et qui nous avait bien convaincus d'ailleurs. Ouais, carrément. Qui avait des limites mais qui était bluffant. Ouais. Et voilà, la plateforme UAD, petit rappel pour ceux qui ne se souviennent pas de ce que c'est, c'est un système en fait de DSP. Ouais. Tout comme Avid le fait avec son Pro Tools HD, et de plugins, c'est-à-dire pour faire tourner les plugins, il faut impérativement avoir les cartes avec les fameux DSP. Voilà, donc il y a des cartes externes, c'est ça. Alors il y a soit des cartes satellites, des cartes internes PCI, avec juste les DSP dessus. Donc les DSP, c'est quoi? C'est les processeurs. Donc on peut acheter des UAD comme ça, différentes tailles, différentes puissances. Soit on peut acheter des interfaces audio complètes avec les entrées-sorties. Les Apollo. Voilà, les Apollo qui, elles, incorporent aussi ces fameux processeurs DSP et qui permettent aussi d'utiliser ces plugins. Ouais. Alors, en quoi ils sont intéressants ces plugins? Pourquoi on les a testés? Parce que c'est vrai qu'il y a plein de plugins d'ampli de guitare qui sortent tous les jours. Et pourquoi ceux-là en fait? Est-ce que c'est un lien aussi avec le hardware du coup de la bien oui, je vois où tu veux en venir, Grégoire. Tout à fait. J'y suis allé là avec le gros hameçon. En fait, la grosse particularité, parce que une critique qui est souvent faite à l'égard des boîtes qui bossent comme ça sur du DSP, qui font du plugin protégé par DSP, enfin du plugin exclusivement utilisable avec du hardware maison, c'est de dire c'est un peu des sortes de dongle de luxe, les DSP, et c'est vrai que la puissance des processeurs génériques qui équipent nos Mac et nos PC est souvent bien supérieure à celle des DSP. Toutefois, à la grosse différence des cartes son traditionnelles, les cartes UAD, du moins celles des générations les plus récentes, ont une énorme différence et qui se loge dans la technologie Unison. Voilà, c'est que dans les Apollo qu'on a ça. C'est vrai que je crois que c'est lorsque la première Apollo avait été présentée, il y avait cette techno qui s'appelle Unison qui avait été intégrée au préampli micro et qui permettait en fait d'insérer des plugins juste au niveau du préampli pour simuler en fait des préamplis vintage. Et en fait le gros avantage, c'est que le software, donc le plugin, pouvait avoir une incidence sur le hardware. Par exemple là, c'est l'impédance de l'entrée micro par exemple, et tout ce qui est aussi au niveau de l'étage de gain. Oui, voilà, donc là, c'est vrai que ça apportait vraiment quelque chose d'intéressant parce que c'était une des premières fois que ça arrivait où vraiment un plugin avait une incidence physique sur l'entrée physique en fait de l'interface audio. Donc ça, c'était un truc plutôt intéressant. Ça étend nettement le terrain de jeu par rapport aux plugins traditionnels qui, eux, de toute façon, sont une fois que vous avez fait l'acquisition de votre signal avec votre interface audio, le plugin fait ce qu'il peut pour émuler ce qu'il peut. Mais voilà, des variations électriques, des spécificités du signal à reproduire, il peut pas le faire, il peut pas intervenir physiquement sur le signal. Là, c'est le cas. Voilà, en fait, c'est ce qui est intéressant avec ces plugins. Ils ont été développés par Softube, je sais pas si on l'a dit. Voilà. Alors, je crois pas qu'on
Voilà, d'ailleurs, je crois même pas que nous avons présenté les plugins en question. Il s'agit des nouveaux amplis Marshall, donc développés par Softube pour le compte du AD. Alors la grosse particularité, parce qu'il y avait déjà eu des simulations d'amplis chez UAD, mais ça c'est les premiers en fait qui justement utilisent la techno Unisson, qui est cette fois-ci appliquée aux entrées instruments qui sont situés sur le devant de l'interface Apollo. Tout à fait. Et ça fait toute la différence. Ça fait toute la différence. Donc là, en l'occurrence, la techno Unisson sur l'entrée haute impédance que vous avez sur le devant de votre interface, justement, va adapter l'impédance de l'entrée physique en fonction de l'ampli que vous aurez chargé, parce que chaque ampli, on va dire véritable ampli de guitare, son entrée est différente d'un ampli à un autre. C'est-à-dire que l'impédance, la charge d'impédance de l'entrée est différente. Et là, ce qui fait que quand vous allez changer d'ampli, de Marshall en l'occurrence, et ben, cette impédance en entrée de l'interface va changer. D'ailleurs, on l'entend quand on change d'ampli ou quand on change d'entrée sur l'ampli virtuel, on entend un petit clic-clic, c'est assez marrant, vraiment physique sur l'interface. Ce qui fait que voilà, c'est comme votre guitare réagit comme si elle était vraiment branchée dans l'ampli. Donc ça, c'est une première chose qui est assez intéressante. Et aussi le gain, vous allez voir, le potard de gain en fait qu'on a ici là sur l'interface change lui en fait. On peut regarder ici, si je baisse le gain, en fait ça change le potard loudness de l'ampli Marshall. C'est-à-dire que là, c'est pareil, au niveau de l'étage de gain, on a plus de gain à régler en fait. C'est-à-dire que le gain de l'interface va régler directement le gain de l'ampli. Donc c'est pareil, votre guitare rentre dans l'ampli virtuel comme si au même niveau que si elle rentrait dans le véritable ampli, on va dire. Ouais. J'espère que c'est pas trop confus. Alors, en tout cas. De toute façon, on est vraiment dans la logique qui est celle d'Universal Audio depuis le début avec les plateformes UAD, c'est-à-dire de reproduire en virtuel une expérience qui soit la plus proche possible du réel, du monde physique. Donc c'est vrai là au niveau du comportement de l'entrée, mais c'est vrai même au niveau de l'ergonomie. C'est un truc que moi j'ai trouvé assez ridicule, mais vous allez voir sur tous les amplis, il y a même un bouton stand-by histoire de pas allumer les lampes. Exactement. Ils sont vraiment allés jusqu'au bout du truc. En fait, chez Universal Audio, comme souvent, ils ont le nom, on va dire, de la marque officielle, on va dire. Oui, je crois même qu'ils font pas de plugins sans ça. À chaque fois, il y a très très peu de plugins qui ne sont pas licenciés chez eux. Exactement. Donc là, ça déroge pas à la règle, c'est-à-dire que c'est des amplis Marshall avec marqué Marshall dessus, approuvés par la marque britannique. Et donc voilà, donc c'est vrai que vous allez le voir quand on va découvrir les plugins ensemble, tout a été vraiment reproduit, ils utilisent un modèle très particulier pour chacun des amplis, et voilà, on a vraiment l'impression en tout cas d'être sur l'ampli lui-même, quoi. Et alors les amplis, avant de rentrer dans le son, de tripoter les boutons, tout ça, quels sont-ils, Grégoire? Alors les amplis, alors déjà je voulais juste rajouter quelque chose avant qu'on commence vraiment. Voilà, quand on vous parle de simulateur d'ampli pour ordinateur, là en l'occurrence, en plugin, faut savoir que ça simule évidemment l'amplificateur, la gamelle, donc le haut-parleur, mais aussi le micro qui est devant et la pièce. Voilà. Donc c'est quelque chose qu'il faut vraiment avoir bien en tête, c'est-à-dire que parce qu'on a plein de gens souvent dans les forums qui nous disent ouais mais bon j'ai essayé ce plugin de simulateur d'ampli mais je trouve que ça sonne pas très bien parce que je retrouve pas les mêmes sensations que quand je jouais devant mon ampli dans ma chambre. Et j'ai envie de leur dire mais c'est tout à fait normal parce que justement quand tu joues devant ton ampli, déjà tu as un niveau sonore qui est assez fort, et tu as pas justement ce micro qui est posé devant la gamelle. Là c'est vraiment ça simule un ampli qui est repris par un micro dans le but d'être enregistré. Oui, voilà, parce que ce qui sort dans SM57 et ce qui arrive à vos oreilles, c'est pas tout à fait la même chose. Exactement. Donc voilà, faut vraiment avoir bien ça en tête. Ces simulateurs d'ampli, ça sert vraiment à être enregistré après, quoi. C'est normal que vous ne retrouviez pas les sensations que vous avez quand vous jouez devant. Je crois que c'est Kemper qui, dans une mise à jour récente de ses amplis virtuels, propose un mode qui visiblement permettra d'avoir le son réel de l'ampli sans le micro. J'avoue que j'ai pas essayé. Je sais pas si c'est bien ou pas, ni comment ça marche, mais voilà. On n'a pas essayé encore, mais je sais pas si elle est encore dispo. La quasi-totalité des simulateurs d'ampli émulent,
l'ampli, le baffle et le micro et voir la pièce. Ouais, voilà. Et c'est cette chaîne-là à la fin qu'on obtient, quoi. Exactement. Donc écoute, je te propose qu'on commence avec le premier ampli. Alors, tout d'abord, il y a 4 amplis qui sont dispo, mais il y a un bundle qui regroupe les 3 premiers. Donc là, déjà, on va commencer par le premier ampli qui est le plus ancien. Ouais. Qui s'appelle donc le Marshall Bluesbreaker 1962. Oh, mais qu'est-ce que ça peut être? Pourquoi il s'appelle un Bluesbreaker? Ça te rappelle un disque ou pas? Oui. Donc en fait le Marshall Bluesbreaker s'appelle comme ça à la base, c'est plutôt un JTM 45, mais en fait ils l'ont baptisé comme ça parce qu'il y a un certain Eric Clapton l'a utilisé sur l'album John Mayall and the Bluesbreaker. Donc, et ben voilà. Et il a utilisé d'ailleurs uniquement cet ampli là, je crois. Et en fait à la base Marshall ne faisait pas de combo. Donc c'est le premier véritable combo de chez Marshall. Et pourquoi ils ont fait ça? C'est juste parce que Eric Clapton leur a demandé un ampli assez puissant pour jouer sur scène, mais surtout qu'il puisse rentrer dans le coffre de sa voiture. Donc voilà, a priori il n'avait pas de Kangoo, donc. et donc voilà, donc c'est le pourquoi du comment de cet ampli là. Faut savoir qu'à la base il n'était pas très cher, il était moins cher qu'un AC30 ou qu'un Bassman. Bon, faut savoir qu'un JTM 45, c'est un Bassman modifié. C'est souvent l'histoire des produits qui sont très chers aujourd'hui, c'est qu'au départ, ils étaient pas chers. Hein. Oui, parce qu'aujourd'hui, il faut savoir qu'il fait partie, je crois, des 10 amplis les plus chers au monde. Voilà, si vous bien sûr, un d'époque, hein, bien sûr, je parle. Je crois que ça se trouve entre 8 et 10 000 $, voilà, l'unité. Et donc voilà, donc c'est vraiment un ampli de légende. Et puis c'est vraiment l'ampli, vous allez voir, c'est un son plutôt chaud quand même, qui crunch un petit peu. Vous ferez pas de gros rock ou de métal avec, ça c'est sûr. Et c'est un peu le son, écoutez le disque où Clapton joue, la John Mayall, et puis vous aurez vraiment le son, voilà, c'est vraiment le son British blues rock des 60s, quoi, grosso modo. Et puis écoute, je te propose qu'on commence à écouter un petit peu. Oui, à ce moment-là, on fait à chaque fois, on écoute. Voilà, exactement. Voilà. Exactement. Alors attention, Salman. Salman, es-tu prêt? Où êtes-vous? Nous sommes en duplex avec Salman. Salman, me recevez-vous? Allô Arnaud, oui, je vous reçois bien. Alors les studios sont très éloignés de là où vous vous situez. Voilà, tout à fait. Salman est de l'autre côté de la pièce. Exactement. C'est uniquement par égard pour vous que je ne tourne pas la tête pour parler à Salman. J'espère que vous en rendez compte. Donc Salman, veux-tu bien nous envoyer le pâté, comme on dit? Ouais, alors on va peut-être juste faire un petit point avant sur les guitares qu'on va utiliser. Ouais, tout à fait. Oui. Dans un premier temps, on a donc cette Les Paul Studio qui, malgré sa finition douteuse... Attention à ce que tu vas dire. C'est la mienne en fait, je précise. Voilà, donc avec des humbuckers, ça nous permettra d'avoir un son un peu plus gras. Puis à côté, pour comparer, on a une Telecaster qu'on utilisera aussi dans quelques cas. Cool. Mais on va commencer avec la Les Paul. Ouais, écoute, vas-y. Surtout que je crois que Clapton jouait avec une Les Paul sur le disque, le fameux disque. Donc, voilà. Je te laisse regarder un peu. Ouais, écoute, dans les sons les plus... on le pousse quand même pas mal, vous voyez, pendant que je suis en train de tourner un petit peu les boutons. Là, les boutons loudness sont quand même bien poussés. Oui, et puis il faut savoir que moi, c'est un ampli qui m'a surpris dans un premier temps par rapport aux autres qu'on va découvrir ensuite, parce que en tout cas, quand les réglages sont à 0, là, la présence... de même que tous les potards sont bien poussés vers la droite, ouais. Mais avec les réglages à midi, au départ, on est surpris par le son un peu sourd, ouais. Qu'il rend par rapport aux autres. C'est très boueux, muddy, comme disaient les... Ouais. Encore plus avec une Les Paul, j'ai envie de te dire. Les Anglais, et voilà, donc c'est un ampli vraiment à part. Après... Bon, écoute, continue de jouer, Salman, s'il te plaît, je vais changer quelques réglages. Donc là, il y a les entrées. On va essayer de faire un son un peu plus clair. Allez.
ne sais plus. Bah, je pense que tu montes l'intensité tout bêtement, non? Vas-y. Ah bah non. Alors, il faut qu'on vous parle d'un truc aussi, c'est le channel strip. Ah oui. Là, c'est une partie très importante qu'on retrouvera d'ailleurs sur chaque ampli. En fait, bon, il y a un parti pris chez Universal Audio qui a été fait par Softube, j'en sais rien. Mais en tout cas, c'est le fait de dire, voilà, on vous fournit une petite table de mixage avec à chaque fois quelques micros. Vous ne pourrez pas déplacer les micros parce que en gros c'est une affaire de professionnels, voyez-vous. Donc voilà, c'est un des premiers moins qu'on a trouvé dans le logiciel, c'est qu'effectivement on peut pas, voilà, on peut juste, on va dire, doser les micros qu'on nous donne. Bon, après c'est vrai qu'ils sont bien posés, on a un son qui est toujours satisfaisant, donc c'est aussi le truc bien, c'est que généralement on a toujours un son qui se tient. Ouais. Mais voilà, on fait pas ce qu'on veut non plus, quoi. On fait pas ce qu'on veut et d'autant plus dans le choix des micros, dans leur placement, dans la pièce, dans le choix des baffles, tout ça est prévu à l'avance. Ouais, c'est complètement figé. Ouais. C'est complètement figé. Bon, là, on peut voir, par exemple, on a soit des micros dynamiques. Bon, on peut complètement bypasser les micros, hein, mais on peut choisir soit des micros dynamiques, des FET ou des micros à lampe. Donc, à chaque fois, on a une petite sélection de 4 micros. On peut faire son petit dosage, on peut en désactiver certains ou pas. Vous voyez, si vous vouliez combiner le vaudou qu'on trouve dans les micros FET avec un SM57, eh ben c'est pas possible. Voilà. Bon, il se trouve qu'il y a des grosses pointures. C'est quoi? C'est Tony Pratt, c'est ça ouais, tout à fait. Le mec qui a notamment. Mais c'est le Tony Pratt, c'est le gars qui a fait les sons pour. Il a bossé sur quoi? Sur Asdes. Voilà. Notamment, il a fait Highway to Hell, Back in Black. Hein, oui, bon, excusez du peu. Ça va, bon, d'accord. Bon, d'accord, on a compris, on ferme notre gueule. C'est très bien ce que vous faites, monsieur. Et donc voilà, donc c'est vrai que c'est une première chose qui est quand même à signaler. Alors moi, j'ai trouvé ça quand même pas mal parce que malgré tout, on peut quand même faire notre petite sauce. Et d'ailleurs, je tiens aussi à préciser une chose, c'est qu'en règle générale, quand même, les micros Room sont très très bons. En tout cas, la pièce est vraiment très très bien rendue. Ça, c'est vraiment un truc que j'ai trouvé qui rajoute un petit peu au côté vivant qu'on peut avoir sur le rendu. Voilà, vous avez déjà pu vous faire une première opinion là, sur ce que Salman a joué. C'est vrai qu'il y a un côté assez un petit peu organique. C'est vrai qu'on a vraiment l'impression que c'est une vraie prise de son d'un vrai ampli de guitare. Ouais. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai vraiment apprécié. Donc voilà, pour ce premier ampli, je te propose de passer au deuxième. Oui. Allez, alors on va sélectionner le deuxième. On fait lequel? On fait le Super Lead. Voilà, le Plexi. Oh, autre légende. Donc voici une autre légende, effectivement, le Marshall Plexi Super Lead 1959. Alors il s'appelle 1959, pas parce qu'il est sorti en 1959, parce qu'en fait il est sorti en 1965. Et c'est un peu, on va dire, le stack Marshall par excellence. Il a été remplacé en 80 par le JCM 800. Le fameux, non moins fameux JCM 800. Vous pouvez voir qu'il a 2 canaux et 4 entrées. En fait, pour chaque canal, en fait, les 2 canaux, il y a un canal qui est plutôt flat et un canal qui est un peu plus boosté avec aussi plus d'aigus. Plus pour voilà, les solos et les sons un peu plus saturés. Et pour chaque canal, en fait, il y a 2 entrées. Donc une entrée avec un gain plus faible et une entrée avec un gain plus élevé. Donc voilà pourquoi il y a 4 entrées. Donc il n'y a pas de switch. Hein. Après, c'est comme le précédent, c'est-à-dire qu'on peut mettre des câbles, voilà, linker en fait les différents canaux comme sur un vrai Super Lead, un vrai Plexi. Et donc, qu'est-ce qu'on pourrait dire là-dessus? Que des personnes comme Jimi Hendrix ou Pete Townshend ou Angus Young ou Eddie Van Halen ou Malmsteen, par exemple, ont utilisé cet ampli. Qui ça? Malmsteen. Je vois pas qui c'est. Et donc, oui. Je ne veux pas connaître. Voilà, il n'y a pas que des gens de bon goût non plus. Hein. Après, tous les goûts sont dans la nature. Et notamment, Hendrix l'a utilisé dans un petit festival. Je ne sais pas si vous connaissez, ça s'appelait Woodstock, je crois. C'est en 69. Bref. Ah, c'était pas le truc. Il y avait pas beaucoup de monde. 7, là, machin, là, près de la Rocade. Voilà, exactement. Tu prends la première sortie après la Rocade et puis t'y es, quoi. Donc, et Clapton aussi, encore lui, qui a décidé de laisser son Blues Breaker une fois qu'il a commencé à jouer avec le groupe Cream. Voilà.
Ah super. Vas-y, allez, sors la table. Je suis très dubitatif, j'adore Eric Clapton, mais je suis très dubitatif sur son œuvre en général. Et c'est vrai que voilà, c'est avoir passé du son d'un blues de top 50 à un son de hard rock mou, bon, c'est pas ce qui me motive le plus pour utiliser ces amplis, mais bon, hein, chacun ses goûts évidemment. Bref. Vous pouvez envoyer vos sons de merde à notre adresse, il n'y a pas de souci. Vous savez où on est. Donc, bref, avant de faire défiler les presets, on va regarder aussi un petit peu le channel strip. Donc là, il n'y a que trois micros, donc 2 micros de proximité et un micro room, donc pièce. Il y a aussi un égaliseur, donc ça peut être assez utile. Donc pareil, en dynamique, ils ont mis un 57 et un Sennheiser 609 et un U87 en room. Voilà. En fait, ils ont mis, ça je sais pas lequel c'est, ils ont mis un 87, j'arrive pas à lire. C'est un médecin qui a fait les prises. Ouais, voilà, c'est un médecin qui a fait les prises, exactement. C'est bien. Vous voyez jusqu'où va le réalisme, ils écrivent comme des merdes, comme dans la vraie vie, quoi. Hein, on dit, mais qu'est-ce que t'as mis là? T'es encore bourré ou quoi? Et donc les micros à lampe, un 67 et un C12. Voilà. Que du beau monde. Donc que du beau monde. Alors c'est pareil, hein, vous pouvez faire votre petite sauce, mais pas complètement. C'est-à-dire que vous pouvez toujours pas changer la place des micros, changer le câble et tout. Voilà, tout ça a été fait par des personnes qui s'y connaissent. Hein. Laissez faire, je suis médecin. Les professionnels. Voilà. Les professionnels du professionnalisme. Voilà. Nous, bon, après, voilà, pour être honnête, on a déjà une belle palette de sons. Hein. Et on va en profiter d'ailleurs. Ordinateur, êtes-vous là? Ah, c'est à moi qu'on fait. Voilà, c'est à vous qu'on s'exprime. Nous avons utilisé le 50-50. Nous voulons le coup de fil à un ami. Voilà. Un ami guitariste. Petite chose d'abord sur les presets, parce que là j'ai ouvert la fenêtre preset, on va en faire défiler quelques-uns. Voilà, c'est ce qu'on voulait dire, c'est que c'est un peu pas génial en fait les presets, parce que voilà, il y a une liste de presets avec des noms, ceci dit assez parlants. Mais c'est vrai qu'il manque clairement, on a typiquement une colonne subfolder, donc sous-dossier à droite, avec rien du tout dedans. Donc c'est un petit peu dommage, c'est qu'il n'y a aucun tag, il n'y a aucun sous-dossier. Voilà, ils ont un peu mis tout ça comme ça en vrac, par ordre alphabétique, et c'est un petit peu dommage. Pas de moteur de recherche. Voilà, c'est vraiment les presets à l'ancienne, et c'est un peu chiant. Parce que, disons qu'on sent qu'ils ont passé du temps sur les algos, et puis c'est merde, on a oublié le gestionnaire de presets. Bon, bah vas-y, Bob, fais-le. Ah non, moi je fais le PDF de la documentation. Bon, vous après, vous pourrez faire vous-même des dossiers et faire votre petite cuisine, mais bon. Voilà, c'est quand même pas gégène. Bon, on va passer au son. Crunchy, Roomy Valve. Vas-y, à faire. Voilà. Bon, quand vous parlez de room, hein, vous voyez, on rigolait pas quoi. C'est effectivement, il y a une putain de room. Écoute, continue un petit peu à jouer. Là, je vais plus bouger les micros cette fois-ci. Donc là, je coupe la room. Je la remets. Voilà, là on avait un son assez précis avec les micros dynamiques. Alors je dois faire un petit point dynamique justement avec Salman. J'ai vu que tu commençais à faire ça. C'est vrai que c'est un truc qui nous a plutôt épaté sur ce plugin. C'est le premier argument d'ailleurs pour moi de ces plugins. On vous a parlé tout à l'heure de la technologie Unison et justement je sais pas si c'est ça qui fait ça doit participer. C'est que ce qui est étonnant, c'est le respect qu'ont ces plugins de la dynamique. En général, du coup de poignet du guitariste.
guitariste, comme on dit. Vous voyez, sur des trucs comme Guitar Rig ou sur Amplitube et tout, même si on obtient sur certains modèles des sons tout à fait convaincants, je trouve, malgré tout, en termes de sensation, c'est pas là. Parce que suivant qu'on joue tout doucement, qu'on gratte tout doucement les cordes de la guitare ou qu'on attaque comme un bourrin, finalement, le logiciel propose la même chose, il ressort la même chose. Et là, on a vraiment cette impression qu'on a quand on joue d'ailleurs avec les amplis à lampe, de pouvoir être en son clair tout doucement au début, et plus on attaque et plus ça crunch. Le mieux, c'est que je laisse, si on en profitait pour prendre un Telecaster. Ouais, on peut effectivement faire ça. Tout à fait. Allez, c'est parti. La Tenios Caster. La Tenios Caster, parce que oui, la Telecaster appartient à Monsieur Tenios. Donc, voilà. Alors que la Les Paul avec la couleur pourrie appartient à ça, c'est bas, ça. C'est bas. Je l'ai acheté quand j'avais 15 ans, ok bon. Je sais. Bon, bref, donc on va essayer avec la Telecaster et on va essayer de voir un petit peu justement le poignet droit de notre cher Salman. C'est pas si dégueulasse, la couleur. Oui, ça va, il y a pire. Bon, c'est fait pour jouer à Las Vegas, mais... Et alors voilà, je joue avec Céline Dion, et alors Alors peut-être petit point sur cette Telecaster, une Telecaster Baja, avec pas mal... Baja. Tout à fait, à la mexicaine, c'est ça. Ouais, voilà, exactement. Avec donc, on va commencer peut-être avec le micro manche dans un premier temps. Voilà. Hop. Bon, pareil, je vais tweaker un petit peu les boutons. Ça sonne bien, dis donc, ta guitare, enfin. Tout le mérite en revient à ma guitare, d'ailleurs. Ouais. Et tu l'as acheté où? Sur Audiofanzine. Ah, tiens. Sur Audiofanzine, voilà, tout à fait. Et je salue celui qui me l'a revendu. Voilà, exactement. Ouais. Donc vas-y, essaye de nous faire une petite démo, surtout de la dynamique du poignet. Ouais. Alors c'est vrai que... alors j'ai pas touché autant au logiciel que vous, etc. Mais je peux parler en tout cas du ressenti en tant que guitariste quand on a cette guitare branchée dans ce logiciel entre les mains. Et c'est vrai que le premier truc marquant, hormis les sons que je trouve plutôt réussi, ça dépend peut-être un peu les amplis, mais globalement c'est réussi. C'est vraiment cette question de dynamique. On a l'impression que la guitare répond vraiment à son attaque. Enfin c'est... Je pense que tu as raison. C'est vrai qu'une chose qui est vraie, c'est qu'il faut vraiment les essayer. En fait, je pense que quand on est vraiment guitariste, il faut vraiment les essayer pour justement avoir ce feeling, ressentir ça. La réponse de l'ampli à son jeu, je pense que c'est assez important d'essayer. Bon là, c'est vrai que dans la vidéo, on l'entend quand même, mais je pense qu'il faut vraiment les essayer en fait. Et c'est d'autant mieux que effectivement, c'est aussi un des arguments d'Universal Audio pour pousser la technologie DSP. Bien sûr. Mais c'est vrai que on n'a pas de latence. En tout cas, pas de latence audible. C'est-à-dire qu'on joue, ça répond. Alors après, j'allais dire, quand vous avez une bonne carte son avec des drivers bien programmés, une carte son plus traditionnelle, pas avec des DSP comme ça, comme une RME ou tout ça, vous pouvez tout à fait jouer sans avoir de latence non plus. Mais voilà, sur plein d'interfaces audio moins recommandables, ça peut être casse-bonbon d'avoir quelques dizaines de millisecondes de latence. Et là vraiment on n'entend rien, il y a le respect de la dynamique, du coup il y a vraiment un côté où on s'y croit en dehors du fait d'avoir les beaux visuels et tout ça. Oui, voilà. C'est vrai, ça rajoute quelque chose. Bon, écoute, je te propose qu'on passe au troisième. Salman, je pense que tu peux reprendre la Les Paul. Donc le troisième, c'est le Silver Jubilee 2555. Donc alors ça c'est beaucoup plus récent, me semble-t-il. Voilà, c'est beaucoup plus récent effectivement, parce que c'est un ampli qui est sorti pour les 25 ans de Marshall. Donc voilà, en 87, ça faisait 25 ans déjà qu'ils faisaient des amplis. Et alors c'est basé sur le JCM 800. Voilà, toujours bon vieux JCM 800. Je crois qu'ils ont changé le préampli quand même. Et la grosse nouveauté de cet ampli, bon, on s'en fout un petit peu quand on parle d'un plugin, mais c'était de pouvoir diviser la puissance par deux. Donc voilà, de passer de 100 watts en 50 watts. Vous avez d'ailleurs
le bouton qui est là. Puis je vous laisse, c'est parce qu'il faut savoir que Softube a modélisé composant par composant à l'intérieur des amplis pour vraiment avoir un facsimilé des amplis. Et regardez, je vous laisse apprécier la qualité du stand-by. Voilà. Ah, ça sonne beau un stand-by, c'est magnifique. Comme sur l'original. Voilà. Bah, ils sont allés jusqu'au bout du truc. C'est un délire. Voilà. Donc cet ampli, aussi une des grosses possibilités, c'était de pouvoir augmenter le gain via un foot switch, donc, et surtout d'avoir un gain beaucoup plus élevé que sur le JSM 800. Donc voilà, c'est un ampli qui est sorti dans les années 80. Qui a été utilisé notamment par Slash sur scène avec les guns. Je crois que en studio, il utilisait plutôt des JSM 800 modifiés. Je pense qu'il voulait pas emmener sur scène, donc il prenait celui-là pour aller sur scène. Oui, puis c'est un peu la spécialité de Slash, que tu crois qu'il utilise un matos et puis en fait, non, il en utilise un autre. Voilà, un peu comme la fameuse Les Paul de Slash. Donc voilà. Donc avec cet ampli-là, on a un son évidemment plus moderne, plus années 80, un son un peu plus sombre, plus de gain. Qui l'a utilisé à part Slash et les Black Crowes. Il y a eu John Frusciante aussi des Red Hot Chili Peppers. Voilà quoi, c'est pour vous donner un petit peu une idée du son avant de jouer. Donc voilà, justement du son. Alors on va regarder ce qu'il y a. Allez, on va commencer avec un preset simple. Salman, c'est à toi. Vachement plus moderne. Juste quelques petites remarques. Déjà, c'est parce que c'est pas systématique, ça m'avait étonné dans la partie control room, je dirais la partie micro. Sur celui-là, on a un micro à ruban, alors que sur certains amplis, il n'y a pas du tout de micro à ruban. Encore une fois, c'est le SE électronique fait avec Rupert Neve. Ouais, voilà, tout à fait. Alors d'ailleurs, c'est marrant, on remarquera qu'ils l'ont classé parmi les micros à condensateur. Hein, c'est bon. Pourquoi pas. Bon, ceci dit, on trouve des micros à condensateur dans Dynamic aussi. Tout à fait. Hein. On se demande à quoi ça sert. Donc on a quoi, un 67, un 87, un 4038 et le fameux micro Rupert Neve. Voilà. En dynamique, un SM7, Shure, un 57, un 87 et un. Et ben c'est bien le SM7, puis bon le 57 c'est toujours bien aussi. J'en profite aussi pour vous dire, cet ampli c'est peut-être le plus méchant. Qui est dans ce package le plus velu, on va dire. Et malgré tout c'est pas super velu non plus. C'est Slash et les Black Crowes, c'est John Frusciante quoi. C'est pas Pantera, Slayer et compagnie quoi. Si votre kiff c'est le death metal ou les trucs vraiment avec gros son, là c'est du gros son, mais c'est du gros son rock. Voilà, 80s. Alors bon, ça peut pour du métal un peu heavy et tout, ça peut faire la blague. Hein. Bien sûr. Surtout qu'il faut le préciser, tout comme des vrais amplis, on peut mettre des pédales devant, on peut mettre des pédales virtuelles devant. On a essayé ça marche très bien. Mais on peut mettre des vraies pédales aussi devant. Hein, donc si vous avez envie d'avoir un son plus méchant, je vous conseille vraiment de sortir la Metal Zone avec ça, parce que sinon vous n'irez pas bien loin. Bon, Salman, je vais te demander de rejouer un petit peu. Là, je vais faire joue avec le Room Mic Delay. Donc on peut rajouter un délai sur le micro Room. Donc vas-y, joue. C'est bien velu quand même. Donc ça c'est un petit plus quand même assez pas mal, je trouve assez utile. Ouais. Bah tu la sens bien la room. Hein. Ouais, voilà, tu la sens bien. Tu la sens la room. Tu la sens la room. Oui. Donc bon, il y a un petit gate aussi qui peut être pas mal parce que c'est vrai que c'est un truc qu'on a remarqué, c'est que voilà, quand on pousse avec certaines guitares, bon là avec la Les Paul ça va, mais avec la Telecaster, c'est vrai que sur les gains assez élevés, on a pas mal de petits bruits. Bon, je pense comme on aurait sur un ampli sur l'ampli. C'est très possible. Et du coup, c'est vrai que vu que c'est ce modèle
modèles d'ampli qu'on peut choper les gains les plus gros, oui, c'est pas con d'avoir mis un gate. Merci. Bon, en tout cas, moi je trouve ce qui est bien quand même, c'est que tout est à chaque fois adapté à l'ampli en question, que ce soit le choix des micros, le positionnement et tout ça. C'est vrai que ça a été bien fait. Donc ça c'est quand même, je trouve, un gros plus. Bon, si tu veux bien, on passe au dernier. Le dernier. Alors le dernier, c'est le JMP 2203. Donc celui-là, il fait pas partie du bundle parce qu'il y a un bundle qui regroupe les 3 premiers amplis qu'on a vus. Celui-là est sorti après, c'est plus récent. Moi personnellement c'est un de ceux que j'ai préféré en tout cas. Et ben personnellement c'est mon préféré aussi. Voilà. Donc il sonne vraiment du tonnerre. C'est quoi l'histoire en fait du 2203? Il est arrivé en 75, il remplace le JCM 800 et d'ailleurs il s'appelle même à une époque le JCM 800 2203 à partir de 81. Pour vous situer, vont-ils chercher tous ces noms aussi poétiques c'est magnifique. C'est génial quoi. On voit vraiment qu'on est dans la musique, dans l'art, dans la créativité. JCM 800 2203. Putain, c'est beau comme une plaque d'immatriculation, comme un numéro de carte d'identité. C'est magnifique. C'est magnifique. Merci Marshall. Donc en termes de son, ça donne quoi? Ça donne en gros, c'est l'ampli qui a été utilisé sur Let There Be Rock d'ACDC. Oui. Par exemple, il a été utilisé par Iron Maiden, Judas Priest. Monte l'écrou, hein, tu les montes bien, tu sers bien l'écrou. Slayer aussi. Monte l'écrou, putain. Mais pas que, aussi Jeff Beck et My Bloody Valentine. Donc voilà, pas que du rock clouté, cuir moustache quoi. Ouais. Donc ça c'est indé aussi. Ouais, voilà, donc c'est vraiment je pense une belle carte de visite. Ouais, une belle carte de visite exactement. Et l'idée en fait de cet ampli à la base c'était de proposer un master volume qui déjà avait donné la possibilité de pouvoir monter le gain sans se faire saigner les oreilles, donc ça c'était quand même plutôt pas mal. Et c'est surtout en fait suivant si on pousse le préamp, donc ici ou le master, on a un son plutôt vintage si on pousse plutôt le master et un son plus moderne si on pousse le préamp, avec plus de distorsion évidemment. Donc ça c'est vraiment un petit ampli sympa, en plus très simple à utiliser. Au niveau du channel strip c'est aussi très simple vu qu'il n'y a que deux micros. C'est un petit peu différent parce que là en fait voilà on a une liste de micros ici puis on sélectionne voilà ce qu'on veut à droite et ce qu'on veut à gauche. Bon il y a un petit truc aussi que j'ai oublié de parler. C'est que là on utilise tous les amplis en unisson et c'est vrai que dans la notice ils nous disent ouais c'est mieux quand même d'utiliser les amplis en stéréo. C'est vrai que généralement c'est pas mal de mettre par exemple un micro à gauche, un micro à droite, voilà, de faire un petit pan, c'est pas mal du tout, sauf que là en fait bon alors peut-être je sais pas me servir hein, de la console, j'en sais rien, mais en tout cas mon collègue Mike qui travaille sur le audiofanzine anglais a trouvé la même chose. C'est qu'en fait quand on l'utilise en unisson le son est mono depuis tout à l'heure, là je sais pas si vous avez remarqué mais le son est mono, donc c'est vrai que c'est quelque chose voilà, en reamping on peut l'utiliser en stéréo, mais en tout cas là quand on l'utilise en direct via unisson c'est en mono, donc ça c'est un petit peu dommage. Et voilà quoi. Donc sinon ce channel strip il est un petit peu différent, donc voilà on sélectionne le micro qu'on veut à gauche et à droite, on fait son petit mixage et puis voilà quoi, et puis ça marche plutôt bien. On s'écoute ça? Allez on s'écoute ça, Salman c'est à toi. Alors je vais sélectionner un petit preset de départ. Vous voyez là, juste en bougeant quelques micros, déjà le son a quand même énormément changé. Un petit EQ. Ça me rappelle quelque chose ce riff.
Donc vous voyez qu'on a un petit peu moins de contrôle sur la room. Là en l'occurrence, on a effectivement des micros, on a tout simplement moins de contrôle, un son plus sec. Mais bon, moi je trouve que ça sonne quand même super bien. Reprécisons-le hein, quand même à chaque fois. Là vous voyez dans la liste en haut à droite, la liste des micros, vous avez un mic bypass. Voilà. C'est-à-dire vous pouvez sortir directement au cul de l'ampli sans passer par le baffle. Exactement. Pour pouvoir attaquer un autre simulateur de baffle. Par exemple un torpedo, par exemple. Voilà, par exemple. Donc voilà, bah écoute, on a fait à peu près le tour des 4 amplis disponibles. Bah écoutez, je vous propose de se revoir tout de suite pour la conclusion ou le conclusage, comme on dit chez nous. Mais tout à fait. À tout de suite.